putain, c'est la merde. Pourquoi tu dis ça? Donc voilà, alors comment ça se passe maintenant les émotions, François? Eh Toi qui sais tout. la transition est toute trouvée, et en tout cas, tu as déjà commencé à nous aborder ce point-là. L'idée, c'est de regarder finalement ces trois ruptures d'un point de vue très émotionnel. Est-ce que tu fais un lien émotionnel entre ces trois ruptures? Est-ce qu'il y a des sentiments, des émotions qui sont là et qui sont similaires? Ou pas, d'ailleurs. Comment tu les as vécues, ces émotions? On va sortir des faits, de comment tu as vécu les situations, mais comment tu as vécu les émotions, et est-ce que tu as mis en place peut-être des choses pour voilà, trouver des refuges, trouver des tips pour arriver à affronter ça, parce qu'on entend à travers trois ruptures des épreuves de vie. Et donc voilà, si tu peux nous en dire un peu plus de ce côté-là. L'émotion, elle est très dangereuse. J'ai l'habitude de dire ça. Okay. Lorsqu'elle n'est pas, en tout cas, maîtrisée par la raison. Et souvent, je répète ça à mes enfants. En tout cas, ces émotions-là, ce n'est pas quelque chose qui m'ont, je peux dire, en tout cas, abattu. Ça a été des émotions qui m'ont permis de devenir un homme. Car partir à 17 ans, on est encore enfant. Et voilà. Et à 17 ans, quand on part seul vers l'inconnu, il y a des émotions qui nous traversent, des émotions comme la solitude, même si je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est une lourdeur de la solitude. Le fait de se dire que tout ce que j'ai laissé derrière, maintenant il faut tout reconstruire. Il y a cette émotion de lorsque je perds mon père, comment je vais faire pour me remettre de ça? Parce qu'à chaque fois, j'avais besoin de quelque chose, c'était l'image du père, je l'appelais. Aujourd'hui, il n'est plus là. Ça veut dire que maintenant, il faut que j'apprenne à grandir seul, comme un homme. Et puis, il y a quelque chose qui arrive, qui est très compliqué, parce que lorsque je perds mon père, en fait, c'est incroyable, parce que c'est au même moment, je perds mon travail, je perds mon père, je perds ma maison. Ah, ok. Donc c'est incroyable ça. Et à l'époque, j'avais une copine, je ne sais plus avec ma copine. Donc, au même moment? Au même moment, 4 pertes comme ça. Et donc, ce moment-là, je sais qu'il y a des gens qui vivent ça et qui ont des idées noires, parce qu'ils se disent, le monde me tombe sur la tête. Mais moi, c'est un moment où je me suis dit, c'est le moment de réaliser ma vie. Et exactement, c'était en 2010. Et en 2010, ça fait à peu près 9 ans que je suis en France. Et je me suis posé cette question. Ça fait 9 ans que je suis en France. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Donc, tu as 26 ans, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Donc, qu'est-ce que j'ai réalisé? Je me dis, bon, je suis allé à la fac. OK, mais je ne suis plus à la fac. J'ai fait des études d'ingénieur du son. Je ne le fais plus. J'ai fait du théâtre. J'ai fait un peu de tout. Mais concrètement, je me suis dit, des questions que des personnes, en tout cas immigrées comme moi, se posent à l'époque. Si demain, on vient me prendre ici en France, qu'on me ramène au Sénégal, je partirai avec quoi? Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mon gars, c'est le moment de construire ta vie. Donc, j'ai eu des idées noires qui me sont passées par la tête, parce que je me suis senti seul, je me suis senti abandonné, entre guillemets, parce que mon père m'a laissé, que c'est compliqué. Ma mère, elle est très loin là-bas, à l'époque en Afrique du Sud. Et donc, j'ai une copine. Je pense que cette copine-là va me permettre de me centrer, de me canaliser. Voilà. Tu as une nouvelle copine après. Une nouvelle copine, qui va me permettre de me canaliser. Parce que les émotions. Et là, j'ai une émotion affective qui fait que j'ai un repère encore. Un ancrage. Un ancrage. Voilà. Et après, je vais me réfugier dans le travail. À fond. Parce que le travail me permet d'occulter ma journée. Ça veut dire que quand je travaille, je ne pense plus. Je penserai que quand je vais arrêter le travail, que je rentre chez moi, je prends ma douche, que je suis dans mon lit. Là, ouais. Donc, l'objectif, c'était de me protéger au maximum et de tout faire pour rentrer chez moi le plus tard possible et de combler toute ma journée avec le travail, le bruit, peu importe où je suis, mais il ne faut pas que je reste seul. Donc, et puis, la spiritualité, qui, heureusement, la vérité, c'est qu'à un moment donné, oui, j'ai pensé, comme tout le monde, me dire, mais est-ce que ça vaut la peine
de vivre quand on perd tout ça d'un coup. On dirait que le sort s'acharne sur moi. Un peu. Un Voilà. peu. Voilà. Tu peux le dire, je pense. Hein. Quand même. On peut se poser, on peut a se poser la on a question le droit quand même, on a le droit d'avoir ce doute-là à ce Voilà. moment-là. Mais là viennent les valeurs qu'on m'avait inculquées. Que tu peux être abattu, mais tu te relèveras toujours. Les choses peuvent être dures, mais ça finira jamais dans le chaos. Et donc, j'ai commencé à me battre. Voilà, à me battre, tant à commencer à faire du sport pour cette énergie positive, l'équilibre du corps et de l'esprit. Voilà, donc le corps, il faut qu'il soit équilibré pour que l'esprit suive. J'ai commencé à faire de la méditation, beaucoup. Voilà, méditation, non pas simplement m'asseoir quelque part, hein, mais à l'époque, j'habitais à Marseille, donc j'ai quitté chez moi qui était à Saint-Just et je marchais jusqu'au Vieux-Port. Et tous les soirs, à partir de 21h, je faisais ça. Et il fallait que quand je rentre chez moi, que je sois tellement épuisé, je prends ma douche et je dors. Voilà. Et donc moi, je ne sais pas comment, c'est cette manière que j'ai trouvé, épuiser le corps physiquement et pour soulager mentalement mon esprit. Et donc c'est comme ça que petit à petit, je vais commencer sans compter le soutien quand même de ma famille, parce que quand même il y avait mon frère, et puis entre-temps il y a mes deux frères qui vont me rejoindre. Il y a un qui faisait ses tests à l'Olympique de Marseille, bon, la vie a fait que, voilà, et l'autre qui est à Montpellier, qui était aussi au centre de formation football Montpellier. Donc avec ça aussi, ça nous a, en tant que frères, unifiés, et mon père il disait toujours quelque chose, la seule chose que j'ai pour moi, ce n'est pas tout ce que j'ai construit dans ma vie, c'est mes enfants. Et il nous avait inculqué ces valeurs d'être unis, même dans la douleur. Et il nous disait toujours quelque chose. Sachez une chose, tout ce qui se trouve dans cette maison appartient à tout le monde. Et que si Pascal ou François achètent quelque chose, ou que Mas achète quelque chose, ce que Mas achète appartient à François et ce que François achète appartient à Pascal. Donc ces valeurs-là aussi, qui fait que quand mon père est décédé, ma douleur, c'était la douleur de l'autre. Voilà, c'est quelque part, en fait, quelque part, de manière philosophique, il nous apprenait la vie, mais sans qu'on le comprenne. Ça me rappelle le laboureur et ses enfants. Est-ce que vous connaissez? Non. Moi, ça me parle, mais vas-y, je veux bien que tu nous le redises. Alors, le laboureur et ses enfants. Alors, je ne connais pas l'histoire, mais en tout cas, pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous pouvez lire ça, ce serait magnifique. Alors, le laboureur, c'était monsieur, il avait son champ. Il est labouré, tout ça. Je ne connais pas trop l'histoire, peut-être que je vais... Voilà. Mais il avait 3 enfants. Et avant, un jour, il appelle ses enfants, et voilà. Et chacun, il lui donne une sorte d'héritage. Il a dit, toi, je te donnerai la terre, toi, je te donne des murs, et toi, je te donne je ne sais pas quoi. Bon, il faut que les gens écoutent. Mais la moralité, c'est qu'à la fin, les enfants, ils vont découvrir que, par exemple, celui qui lui avait donné la terre, c'est parce que c'était pour qu'il cultive la terre. Celui qui lui avait offert le mur, c'est parce que sous les murs, il avait caché l'or ou quelque chose comme ça, et que lorsqu'ils vont détruire le mur, ils vont trouver l'héritage. Voilà. Donc, mon père, il avait construit notre vie sans qu'on puisse être conscient de ce qu'il nous disait, mais de la manière que le laboureur labourait sa terre. Il vous a laissé, en fait, un héritage collectif, quoi, en fait. Collectif très puissant. Très puissant. Mais qui, de ce que je comprends, après tu peux me reprendre, c'est-à-dire que tout l'esprit de partage qui vous a inculqué, notamment à travers des valeurs de bien, des choses que vous aviez chez vous qui étaient collectives, absolument, elles rentraient dans l'espace de la maison, ça a été quelque chose de positif au moment de sa mort, parce que ça a divisé d'une certaine manière la tristesse entre vous. Vous êtes partagés, vous êtes portés, et vous avez eu la chance à ce moment-là d'être ensemble pour passer cette étape qui, j'ose l'imaginer, j'ai la chance, je ne sais pas, mais pas encore vécu cette épreuve, mais qui me semble, ma foi, assez improbable, incroyable. La perte d'un être proche, et notamment de son père. Enfin, toute l'image de la figure paternelle, tout le poids qu'on a aussi d'être sur la référence de père. Voilà, on est, je crois, à 3 pères autour de la table. Ouais. Donc, il y a des choses que tu dis, moi, ça me parle. Des fois, j'essaye de me dire des choses avec les enfants en disant, voilà, enfin, ce qui est ici, c'est à nous, quoi. À partir du moment où c'est ça, à partir du moment où ça rentre, c'est à nous. Il n'y a plus de sujet de je te le prête. Bah non, je te le prête pas. C'est à nous, de toute façon. Donc, c'est à tout le monde, pas de problème. Et c'est vrai que ça semble anodin aujourd'hui, mais peut-être, comme tu as l'air de dire,
Ça peut faire partie de choses qui sont très structurantes. Et je suis curieux de ta troisième rupture, en fait. Quand tu parles de... Voilà, il y a quelque chose, effectivement, de très naturel qui s'enchaîne entre ta première rupture et la seconde, parce que voilà, tu as ta rupture territoriale, le déracinement, le fait de t'adapter, mais avec plusieurs boussoles. Tu parlais du chapelet, de ta spiritualité, mais aussi voilà, de ta famille et de ton père, que tu peux solliciter, et qui, j'imagine, je pense, au bout d'un moment, tu as pu peut-être l'avoir au téléphone quand même, pour pouvoir... et puis, boum, ça s'arrête. Donc, c'est comme si, en fait, voilà, la période de transition de ton intégration française s'arrête peut-être à la mort de ton papa, ou là, maintenant, c'est fini. Exactement. Tu dis, voilà, il faut devenir un homme. Et qu'est-ce qui se passe, en fait ensuite, avec cette rupture professionnelle? Alors, là, effectivement, l'ancrage, il est toujours au départ de mon père, parce que quand je vous dis que je perds mon travail, et là, je change d'endroit, donc j'arrive à Digne-les-Bains. Voilà. Juste après ça. Juste après ça, il faut que je quitte Marseille, il faut que je change, le renouveau, la renaissance. Tu avais besoin de changer quelque chose. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, c'est à la mort de ton père, à la perte de ta maison, c'est là que tu perds cet emploi qui est ta troisième grosse rupture. Exactement. Et qu'est-ce que tu faisais? Alors, j'étais responsable d'une grande marque de vêtements qui s'appelle, je ne sais pas si je peux le dire. Ok, bon, si tu peux le dire, je pense. Du luxe, Okay. voilà, que j'ai géré pendant 4 ans. Et puis, voilà, des différents, on va dire, salariales vont faire que finalement, je vais quitter l'entreprise. Et ce qui est incroyable, c'est une anecdote. Avant de partir, il y a un jour, j'ai une de mes employées qui vient en pleurs, qui rentre dans le magasin. Il me dit, Mas, voilà, il y a une dame, elle me dit des choses, mais moi, j'ai peur, je ne comprends pas. Je dis, ouais. Et puis, donc, je vois une vieille dame qui rentre. C'est incroyable. La vieille dame, elle rentre, il vient, il me dit, bonjour mon fils. Je dis, bonjour. Il me dit, vous savez, on m'appelle la Vierge Noire. Je n'avais jamais entendu ça. Je dis, quoi, madame, vous dites quoi? Il me dit, on m'appelle la Vierge Noire. Il me dit, tous les gitans me connaissent. Voilà, je suis la Vierge Noire. Mais je vais vous dire une chose. Vous pensez que vous allez... je vois que vous êtes inquiet. Je ne lui ai rien dit. Hein. Il me dit, je sens que vous êtes inquiet. Je sais que vous êtes en train de vous poser une question. Est-ce que je vais réussir ma vie? Mais sachez une chose. Ce n'est pas ici que vous allez réussir votre vie. Vous allez quitter ce travail-là. Vous allez aller dans un autre endroit où vous allez rencontrer des personnes qui vont être comme vos frères et sœurs, qui vont vous aimer. C'est là-bas que vous allez réussir votre vie. Ok. D'accord? Quand il me dit ça, je ne pensais pas du tout que j'allais quitter Marseille. Même s'il y a eu... Tu as rencontré une voyante, quoi. Voilà. Mais je viens à Digne-les-Bains. Quelques temps après, je suis ma femme actuelle, et on déménage à Digne-les-Bains parce qu'il y avait les enfants, on voulait leur donner notre cadre de vie. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Digne, c'est une ville magnifique. Voilà. Et donc, j'arrive et professionnellement, j'ai rien. J'ai fait le tour de Digne, pas de boulot. Voilà, donc on peut le comprendre. Et puis, pareil, une réflexion, on me dit, bon, avec tout ce que tu as, tous les bagages, la fac, le travail, tu as pu faire la vente. Parce que quand on est quand même, nous migrants, entre guillemets, on n'a pas le choix. On fait tous les boulots possibles, inimaginables, parce qu'il faut qu'on mange. Parce que nous, on n'a pas le choix. On ne va pas lorgner sur tel ou tel boulot. Peu importe ce que tu me donnes, même si je ne sais pas le faire, je vais dire, je sais le faire parce que je sais que je vais apprendre pour savoir le faire. Donc, je vais le faire. Système D. Voilà, donc voilà, système D. À Digne, j'ai tout fait, la plonge, j'ai tout fait. Voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'est une fierté. Ce n'est pas quelque chose que je vais cacher, c'est une très grande fierté. Et donc, un jour, je voulais manger et je n'ai pas trouvé un endroit où manger. Je me suis dit, écoute, il y a un créneau. Je pense qu'ici, il n'y a pas un endroit pour manger. Je vais créer la restauration. Donc, et puis finalement, je suis rentré dans ça. Mais ça encore, c'est anecdotique. Et puis finalement, j'ai créé, et puis les Dignois me l'ont bien rendu. Franchement, ça s'est très bien passé. Mais la rupture professionnelle va arriver lorsque je vais vouloir m'étendre. Parce que j'ai des rêves. Je me dis, bon, maintenant que j'en ai une, je vais essayer de construire d'autres projets. Et lorsque je me lance dans ces projets, après avoir réussi le premier, ça ne va pas se passer comme je l'avais prévu. Parce que la vie n'est pas linéaire, donc on a nos rêves, nos objectifs, mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Je vais être confronté à l'échec de mon second business que je vais ouvrir à Gap. Et là, je découvre vraiment l'autre versant de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est le versant où tu te retrouves face à toi-même. Déjà, moi je ne dirais pas une honte, mais je dirais c'est cette façon que tu vas de te dire
comment on va me voir? C'est bizarre, quoi, parce que normalement, je ne vis pas à travers les autres. Mais là, pour une fois, je me dis, mais aïe, aïe, aïe. Voilà. Même sur l'intégration dans le tissu, genre, je sais pas, des commerçants de la ville ou genre même juste les gens, quoi. En fait, je ne pense même pas que c'est les gens. Je pense que c'est moi, face à moi-même. Comment je me suis vu et la réalité qui m'attrape. C'est pas, parfois, on a deux regards. Il y a le regard qu'on pense être et il y a ce qu'on est. Je me pensais fort. Il y a une notion d'ego dans tout ça. Voilà, je me pensais insurmontable. Je pouvais tout, voilà, plein de peps, plein d'énergie. Et là, je vais me poser, je vais me centrer, je vais me dire, oui, là, mon gars, c'est pas comme d'habitude. Là, c'est l'échec et tu vas devoir être fort, aller devant une fermeture, une liquidation, un échec, avec tout ce que ça implique derrière, les salariés que tu avais embauchés, que eux aussi, c'est une rupture pour eux parce qu'il faut venir leur annoncer que, mon gars, ça va finir. Les pleurs, je vois mes employés qui pleuraient. Ça a été dur pour moi, parce que je n'aurais jamais pensé de ma vie assister à de telles situations. Même pour moi, financièrement, toutes les responsabilités avec les banques, ça a été très dur. Et puis finalement, ce qui est incroyable, je me pensais pas si fort que ça, parce que là où peut-être beaucoup auraient complètement perdu espoir, moi, c'est à ces moments-là que je garde espoir. Et encore, papa, pardon, mais je vais te rappeler, il me disait toujours, dans la vie, il y a des éventails de solutions. Voilà. Les éventails de solutions, tu prends un éventail, il y a plein de... Voilà. Donc, l'objectif pour moi, c'était comment je vais régler cette solution. Je sais que je vais perdre ça, mais comment je vais perdre pour ne pas flancher psychologiquement. Et là, j'ai pu me relever, j'ai pu me dire que, en gros, j'ai compris qu'en fait, les problèmes n'existent pas. C'est fou, hein? Il n'y a que des solutions. Oui. Il n'y a que des solutions. Ce qui est frappant dans ton témoignage, là, et puis sur l'inventaire que tu nous fais de toutes tes ruptures, c'est que l'émotion, le sentiment qui ressort tout le temps, c'est la solitude. Quand tu arrives, tu es seul. Quand tu perds ton père, tu es seul. Quand tu as la solitude du chef d'entreprise. Mais dans ton témoignage, finalement, tu n'as jamais été seul. Il y a toujours eu quelque chose. Toujours eu quelqu'un, toujours eu une pensée, quelqu'un qui veillait sur toi, en tout cas, ou ta fratrie et tout ça. Et c'est poignant. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup, tout ce que tu peux nous dire. Et je trouve que c'est une belle leçon de vie. On n'est jamais seul. Ouais, et puis une espèce de fécondité de la rupture. Dans cette émission, il y a une intention qu'on a souhaité poser avec François, qu'on l'a proposée, c'est la réhabilitation du mot rupture. Rupture, quand on entend, quand on en parle, c'est souvent, c'est quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose de compliqué, dont on n'a pas forcément envie de parler parce que voilà, ça va nous faire remonter, comme tu disais, des idées noires. Ce que je trouve hyper intéressant et effectivement très, très touchant, c'est tes ruptures, elles ont été fécondes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas assez difficiles. J'invite toute personne à immigrer un de ces quatre si elles ont l'occasion. Je vous assure que c'est quand même un petit délire. Moi, j'ai eu la chance de le faire pendant 2 ans. C'est vrai que c'est une sacrée épreuve, mais c'est très intéressant et on vit des moments difficiles. Toi, ton expérience le montre très bien, puis tu arrives très jeune. Avec ton père, tu veux honorer sa mémoire, donc tu te relances sur quelque chose, tu vas dans l'action. Et puis là, avec ta rupture professionnelle, en fait, au final, ça t'a permis d'apprendre de toi-même. Donc, moi, je suis toujours encore étonné à chaque fois et je suis convaincu qu'il faut réhabiliter le mot rupture, parce que si il a la face des idées noires, derrière, il y a, comme tu dis, il n'y a pas de problème dans la vie, il n'y a que des solutions, quoi. Exactement. Et c'est au milieu des ruines qu'on trouve les plus beaux trésors. Ah, là, je suis parfaitement d'accord. Et même ce que j'ai remarqué, et je me suis dit, heureusement que j'ai connu toutes ces ruptures, parce que c'est ça qui m'a forgé. L'adversité, c'est ça qui forge un homme. Déjà, dès le départ dans notre vie, il y a cette rupture. On sort de la mer, c'est une rupture. Oui. La vie, déjà, c'est une rupture.
Voilà. Tu as quitté un autre endroit pour arriver dans cette vie. Dans cette vie, il y aura toujours des successions de ruptures. Sinon, il n'y a pas de sens. Pour pouvoir avoir faim, pour pouvoir manger, il faut avoir faim. Et la faim, c'est quoi? C'est que il faut, par exemple, je dis la pauvreté, tu le vis pour te dire, je vais m'en sortir. Donc, tu vas tout faire pour te donner les moyens pour t'en sortir. Donc, tu as quitté la pauvreté, tu es arrivé dans peut-être l'opulence. Après l'opulence, il y a des gens qui sont dans l'opulence, à un moment donné, ils vont tout perdre pour se rappeler dans cette vie qu'il y a des gens qui vivent la misère. Et que demain, peut-être que si eux, ils ont encore, ils vont pouvoir penser aux autres. La vie, c'est comme ça. C'est des ruptures, c'est des reconstructions. Voilà, c'est ça la vie. La vie, les personnes qui vivent cette vie pensant que tout est linéaire, détrompez-vous. Moi, en tout cas, à chaque fois que ma vie, tout va bien, je me dis, qu'est-ce qui m'attend? C'est quoi la chute? Donc, voilà. Oui, est-ce que ce serait trop facile, c'était linéaire? Ouais, c'est super intéressant et ça me fait rebondir sur... Enfin, est-ce que toi, finalement, Mas, tu t'inviterais les gens à prendre des risques pour vivre ces ruptures, pour bouger? Parce que s'il n'y a pas ces moments-là, la vie, est-ce qu'elle est aussi chouette? C'est vrai, on dit que la vie, c'est un choix. C'est un choix. On a tous une libre arbitre. C'est soit on fait le choix d'être là où on est et de ne pas changer, d'y rester, mais tant mieux, on ne va pas les juger, c'est comme ça, c'est ça qu'ils veulent. Soit on a envie de changer les choses, ou on a envie de laisser son empreinte. Dans ce cas-là, il faut l'action. Voilà. Donc, l'action, elle est louable, elle est salutaire, parce que ça, tu apprends. La vie, c'est qu'un apprentissage, en fait. Peu importe les récompenses. Moi je ne prends pas la vie entre avoir quelque chose de bien ou avoir quelque chose de mal. Je prends la vie en me disant ce que je fais et l'amour que j'y mets. Et c'est l'amour qui va tout guider. L'amour est la conséquence non, l'amour est la cause et ce que procure l'amour est la conséquence. Lorsque tu aimes l'argent, parce que je sais que tout le monde aime l'argent, ben, il faut une cause pour cet argent. Mais cette cause sans amour te donnera de l'argent malheureux. Mais si cette cause est accompagnée d'amour, ben, tu ne penseras même pas à l'argent parce que c'est l'argent qui te suivra après. Écoute, Bernard Arnault, si tu nous entends, ça pourrait être pas mal qu'on lui envoie un petit SMS, parce qu'il en a beaucoup d'amour dans ces cas-là. Donc, voilà, en tout cas, la rupture peut être merveilleuse. Voilà. Ouais. Bon, écoute, franchement, j'aurais presque envie de finir l'émission comme ça, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, merci pour ce beau message d'amour. En tout cas, c'est une émotion que j'ai envie de retenir là pour la fin. Mais on va doucement glisser vers la dernière partie. Donc la partie là, cette fois-ci, de la divination. Voilà, quel va être ton futur? Quelle intention vas-tu souhaiter poser aujourd'hui par rapport à ces 3 ruptures?